On a le plaisir d'accueillir 4 conférenciers. Alors, premièrement, à ma gauche, Maître Marie-Soleil Landry, qui est associée au sein du groupe de droit fiscal de Montréal chez McCarthy Tétrault. Sa pratique porte sur tous les aspects du droit fiscal et plus particulièrement au niveau des fusions, acquisitions et réorganisations de sociétés. Ensuite, à sa gauche, nous avons Maître Marie-Claude Marcil, qui détient plus de 15 années d'expérience en litige fiscal et qui est associée au sein du groupe de fiscalité chez Fasken Martineau. Elle est diplômée de droit civil et de common law à l'Université McGill et est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en fiscalité au HEC. Nous avons ensuite le plaisir d'accueillir Maître Jules Arsenault, qui est avocat également au sein du groupe de fiscalité chez Fasken Martineau du Moulin à Montréal. Et il est appelé à conseiller des clients en matière d'impôt sur le revenu, de taxes à la consommation et titulaire d'une maîtrise en droit option fiscalité de HEC Montréal. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, Maître Joanie Marcoux, qui est sociétaire au sein du groupe de droit fiscal chez McCarthy Tétrault à Montréal, qui a obtenu sa maîtrise en droit avec option fiscalité au HEC à Montréal et qui a été admise au barreau en 2022. Alors, sur ce, je leur laisse la parole pour discuter des interprétations techniques récentes. Merci. Donc, je vais commencer en force avec quelque chose d'excitant, le nouveau folio sur le revenu pour les dividendes versés par des sociétés résidant au Canada. Ce folio-là est entré en vigueur le 8 février 2024, donc c'est vraiment tout nouveau. Et il remplace l'ancien bulletin d'interprétation, le IT-C7R3 du même nom, qui datait, lui, de 1992. Donc, vous devinerez qu'aujourd'hui, on ne va pas passer toutes les modifications qui ont été effectuées depuis 1992. Par exemple, tout le changement au régime d'IMRTD, qui est maintenant reflété dans le nouveau folio, on ne passera pas tous ces détails-là. Il faut savoir qu'il y a une période de consultation. Là. Donc, si jamais vous avez des commentaires à faire sur le folio, vous avez jusqu'au 8 mai 2024. Donc, ce qui est dans le folio, ce n'est pas nécessairement là, des gros changements pour la communauté fiscale. C'est essentiellement des modifications techniques et interprétatives là, par rapport à l'ancien bulletin d'interprétation, mais aussi des consolidations de positions administratives qu'on connaissait, des explications un peu plus détaillées sur l'application de la loi. On a quand même identifié sur les PowerPoint quelques paragraphes qu'on trouvait intéressants, là, mais c'est libre à vous d'aller lire le folio plus en détail par la suite, là, étant donné qu'on a un horaire assez chargé. Donc, premièrement, ce qu'on trouve intéressant, c'est le nouveau paragraphe 2.17, qui est l'ancien paragraphe 2 du IT, qui est essentiellement la définition donnée au terme dividende. Donc, dans l'ancien IT, on disait... étant donné que la loi ne confère aucun sens particulier au mot dividende, il faut lui donner son sens usuel. Par conséquent, toute distribution proportionnelle du revenu ou de gain en capital d'une corporation à ses actionnaires peut être considérée comme un versement de dividende. Donc, dans le nouveau folio, cette définition-là est modifiée pour tenir compte notamment des principes d'interprétation qui ont été établis par la Cour suprême dans l'affaire Wheelcare Paving. Donc, essentiellement, ce que ça disait, c'est qu'il faut s'en remettre au sens commercial qui est généralement reconnu là, pour donner des sens à des mots qui, indépendamment de la loi, sont bien définis. Donc, cette définition-là de dividende vient également retirer la notion de distribution du revenu et des gains en capital pour tenir compte du fait que maintenant, essentiellement, dans le fond, on va pouvoir verser un dividende si on respecte les tests de solvabilité dans les lois corporatives. Donc, très rapidement, je voulais juste vous démontrer quelques paragraphes. Là. Par exemple, paragraphe 2.20 à 2.23, on parle des dividendes en actions. Depuis les modifications au paragraphe 52.3 de 2016, on vient expliquer un peu plus en détail les régimes de dividendes en actions. Ensuite, pour ce qui a trait aux désignations tardives de dividendes déterminés, l'ARC vient donner des exemples, par exemple, de circonstances pour lesquelles elle accepterait des désignations tardives de dividendes déterminés. Encore une fois, libre à vous d'aller voir. Là. Puis, également, elle va expliquer un peu les nouvelles propositions législatives là, en ce qui concerne des désignations tardives qui seraient effectuées pendant le régime transitoire d'IMRTD. Elle vient également préciser l'impact sur le CRTG et le CRTR de dividendes déterminés qui seraient reçus par des non-résidents, ce qui est quand même intéressant.
Puis également, il y a des paragraphes là, pour tout ce qui est le calcul CRTG, CRTR, dans le cadre des changements de structure ou bien, par exemple, changements de statut d'SPCC à non-SPCC, et également ce qui se passe lors de fusion et liquidation, que je vais vous laisser le soin d'aller voir. On va poursuivre avec un autre chapitre d'un folio en impôts, cette fois-ci qui traite de l'attribution du revenu à une province dans le cadre du calcul du revenu d'entreprise. Ce nouveau chapitre a été publié le 30 janvier dernier. Puis là, comme Joanie le mentionnait, la petite note éditoriale, lorsqu'une publication comme ça d'un nouveau chapitre est publiée, bien, il y a une période de 3 mois où est-ce qu'on peut faire des commentaires. Nous, notre date limite est au 30 avril prochain, mais pendant que cette période de questions-là, il ne s'agit pas d'une ébauche. Là. On doit considérer que c'est la position à jour de l'ARC. Puis une fois les commentaires reçus, eh bien là, il va y avoir une nouvelle publication s'il y a des révisions à être faites. Puis c'est à ce moment-là que le folio, bien, en fait, ce chapitre spécifique-là va rentrer dans l'historique. Donc, pour revenir au fond du folio, comme son nom l'indique, ça porte sur les règles en matière d'attribution de revenus lorsqu'ils sont gagnés dans une province. Puis, ce nouveau chapitre-là, il a été passablement bien reçu par la communauté fiscale. De façon générale, il n'y a pas nécessairement de nouveautés. Donc, moi aussi, je vais vous laisser le soin de le parcourir là, avec ses 19 pages. Mais quand même, ce nouveau chapitre-là répertorie ou compile plutôt tout ce qui avait été fait depuis 2013 parce que on se rappellera, il y a un IT qui avait été archivé, que l'Agence de revenus du Canada fait référence encore, mais il date de 2013, puis tout ce qui a été publié sur le sujet là, date quand même d'une bonne dizaine d'années. Donc, de façon générale, ce chapitre-là aborde les mécanismes généraux d'attribution du revenu imposable à une province, la signification du revenu brut aux fins du calcul, puis la détermination de ce que constituent les traitements et les salaires et la façon pour les imputer. Puis, on parle aussi de l'application de ces règles-là à une société de personnes. Soyez sans crainte, là, je n'aborderai pas la formule avec vous, mais je voulais quand même revenir sur les principes de base, c'est-à-dire qu'une société qui est résidente au Canada est assujettie à un impôt provincial sur le revenu si elle y possède un établissement stable dans cette province-là, puis elle pourra ensuite déduire de son impôt payable par ailleurs, en vertu de la partie 1, une somme de 10 % de son revenu imposable gagné au cours de l'année dans cette province-là. Puis, on sait aussi que lorsqu'une société qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement stable dans plus d'une province, bien, on doit répartir le revenu en conséquence. Donc, ces concepts-là se retrouvent à l'article 124, mais on doit s'en remettre au règlement pour l'interprétation des différentes notions, comme ce qui constitue un établissement stable ou comment attribuer les revenus si ceux-ci proviennent de services rendus ou bien de marchandises vendues, par exemple. Bon, bien que le chapitre soit exhaustif, là, et comme je l'ai mentionné, il n'y a pas vraiment de changement majeur à leur position. On a quand même passé en revue tous les autres interprétations techniques pour s'en assurer. On se rappellera là, que toute la question de qu'est-ce que constitue un établissement stable, c'est une question de fait. Puis, c'est aussi des notions qui sont utilisées pour toutes les questions de retenue à la source. Donc, de façon égoïste, j'espérais qu'on aille un petit peu plus en détail dans ces notions-là. Puis, on se rappellera aussi que l'Agence de revenus du Québec, là, à l'automne dernier, a quand même énoncé sa position par rapport à ça. Mais bon, ceci dit, on a quand même noté quelques précisions de l'ARC qui méritent d'être soulignées aujourd'hui. Donc, on peut changer, merci. Concernant la signification du revenu brut aux fins de l'attribution du revenu à une province, l'ARC est venue préciser qu'aux fins de la partie 4 du règlement, le revenu brut d'un contribuable comprend bien sûr toutes les sommes reçues ou à recevoir autrement qu'à titre de capital.
mais elle est venue reconnaître que les revenus déclarés aux fins des états financiers pouvaient ne pas nécessairement correspondre aux revenus bruts qui est visé par le règlement. L'ARC a donc donné quelques précisions, puis convenu que les sommes reçues ou à recevoir au titre de dépenses engagées par la société seraient normalement exclues. Puis même chose pour les sommes au titre de remise sur volume ou pour l'aide financière reçue d'un gouvernement à l'égard de dépenses engagées. Vous irez voir, il y a aussi d'autres montants spécifiquement exclus là, au paragraphe 5 de l'article 402 du règlement. Puis, l'ARC est venue préciser que ces exclusions-là devaient être interprétées de façon large et donc les intérêts sur un billet, par exemple, ou une acceptation bancaire, un prêt intersociété ou d'autres obligations semblables devaient être aussi exclus du revenu brut pour la société. Bon, autre précision qui mérite d'être soulignée, se rapporte aux règles qui servent à l'attribution du revenu brut d'une société à un établissement stable lorsque ceux-ci proviennent de ventes de marchandises. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. C'est sûr, l'ARC tente de définir qu'est-ce que constitue une marchandise, là, mais l'ARC donne aussi des exemples pratico-pratiques là, qui sont les bienvenus. Ensuite, on vient préciser la position en matière, excusez-moi, en matière de fourniture de services, pardon. Donc, on vient parler de l'endroit où les services ont été rendus, puis on vient expliquer un peu qu'est-ce qui constitue des services qui devraient être normalement rendus par une société. Donc, on donne quelques éléments de piste pour nous guider. Finalement, là, je vois le temps, je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement. Là, le terme « normalement » qui n'est pas défini, on vient aussi nous expliquer que la RCL va prendre deux conditions pour cette interprétation-là. Ils vont considérer que si le service qui est accompli par le fournisseur de services avait historiquement été accompli par les employés de la société, bien, à ce moment-là, ça rentrerait dans le calcul. Ou l'ARC allait considérer également si le fournisseur de services était là juste de façon temporaire. Donc, je vous invite à lire à nouveau ce folio-là, qui est un bon rappel des règles, mais qui nous laisse un peu sur notre faim. Donc, on enchaîne avec une réponse à l'une des questions posées lors de la table ronde de l'ARC au congrès de la PFF de 2023. La réponse officielle ayant été publiée le 7 février 2024, donc quand même récent. Mais essentiellement, ici, la question portait sur le test d'objet qui est prévu au paragraphe 55 2.1, puis qui devrait, théoriquement, être une condition d'application au paragraphe 55.2 à un dividende versé par une société canadienne. La situation factuelle qui était présentée était, de manière générale, une situation où la société mère recevait une offre d'achat d'actions, des actions de sa société cible, une filiale, et l'offre précisait que certains actifs n'étaient d'aucun intérêt pour l'acheteur qui maintiendrait le même prix d'achat que les actifs fassent partie du patrimoine de la cible ou non. Donc, immédiatement avant la clôture, la société mère recevait un dividende en nature de sa filiale à partir des actifs exclus ou non désirés par l'acheteur. Et la vente procédait ainsi là, pour un prix de transaction non impacté par le dividende. On demandait donc à l'agence de savoir si le test d'objet serait analysé sur la base de la situation réelle, donc une offre de 3 millions dont la valeur n'est absolument pas impactée par la présence ou non des actifs, ou est-ce qu'elle serait analysée sur la base là, d'une situation hypothétique, donc de dire, bien, puisque les actifs exclus avaient une valeur, théoriquement, ça réduisait ou avait pour conséquence, du moins, de réduire la valeur des actions. Donc, c'est l'angle qu'on devrait prendre pour le test d'objet. La réponse de l'ARC a été telle que il serait, selon eux, difficile d'argumenter et la réponse que le test d'objet n'est pas rencontré par la situation factuelle proposée, ce qui est une réponse pas surprenante, mais quand même qu'on aurait espéré différente.
L'ARC ne se prononce pas vraiment directement sur la question à savoir si on doit regarder la situation réelle ou hypothétique, mais on en déduit que dans leur avis, il faudrait regarder la situation hypothétique, donc le résultat d'avoir techniquement réduit le patrimoine de la société cible et donc la valeur de ses actions. Ce qui nous éloigne quand même d'un test d'objet qui est plutôt donc encore tourné vers le résultat. L'ARC ramène dans le contexte de son interprétation, puis je vous invite à la lire pour un aide-mémoire, mais certains points en lien avec le test d'objet. Donc, indique qu'il doit être analysé sur la base des principes établis par les arrêts Symes et Lodco de la Cour suprême. Donc, un test qui doit à la fois tenir compte de critères objectifs et subjectifs pour déterminer les objets des parties. L'ARC réitère aussi certaines questions qu'elle considère pertinentes pour déceler vraiment l'objet des opérations. C'est des questions qu'elle avait listées là, au moment là, des différentes interprétations publiées lors des changements législatifs de 2015, mais qui, encore une fois, particulièrement dans le contexte de la trame factuelle qui était présentée, semble être de peu d'aide pour vraiment déceler qu'est-ce qui finalement devrait être l'objet pris en compte pour l'application de 55.2.1. Alors, on reste un peu dans cette situation où il est difficile de voir, lorsque le résultat est qu'il y a une diminution de la valeur, quelle serait une situation où le test d'objet n'est pas rencontré. Évidemment, la seule exception qui resterait à ce jour là, serait les dividendes qui sont payés de manière périodique selon une politique de dividendes bien établie, là, qui même en soi là, propose certains défis. Excellent. Donc, je poursuis la même table ronde, une question là, qui touche au test de détention dans le cadre de la qualification d'action à titre d'AAPE. Je vous résume rapidement là, les faits dans le petit schéma. L'entièreté des actions participantes d'OPCO sont détenues par GESCO, qui est une société de portefeuille. Ce sont ses seuls actifs à GESCO. Toutes les actions participantes de GESCO sont détenues là, par un actionnaire, soit un individu ou une fiducie. 100% des actifs de GESCO sont des actifs admissibles aux fins du test de détention pour la qualification à titre d'AAPE. Donc, on parle des actions d'OPCO. Et 70% des actifs d'OPCO sont pour leur part admissibles. On peut voir dans la bulle en bas 700 000 d'actifs admissibles et 300 000 d'encaisse qui seraient non admissibles. Dans la situation factuelle présentée dans la question, là, il est question d'un dividende de 150 000 $ qui est versé par OPCO à GESCO et qui, immédiatement après, est versé par GESCO à son actionnaire. Donc, la problématique qui est soulevée, c'est qu'au moment là, de la seconde théorique de détention du dividende par GESCO, les tests de détention là, du 50-90, soit le test là, de plus de 50 % et le test de la totalité ou presque, prévu à 110.6.1D, ne seraient pas rencontrés. Et évidemment, les petits calculs mathématiques sont faits si un dividende versé aurait été inférieur à 100 000 ou supérieur à 230 000. Là, mathématiquement, les tests auraient été rencontrés, mais là ne sont pas les questions. Les questions posées à l'ARC, donc, est-ce que le fait pour GESCO de détenir pendant une seconde théorique le dividende de 150 000 viendrait là, la contaminer et recommencer le calcul de la période de détention de 24 mois? Question à laquelle l'ARC répond positivement en disant que les critères de l'article 110.6 doivent être rencontrés en tout temps. Donc, même là, une détention d'une seconde théorique viendrait contaminer les actifs de GESCO. Et au niveau de la deuxième question, on pense à un mécanisme où GESCO émettrait un billet à son actionnaire à titre de dividende, préalablement à la déclaration et au paiement du dividende par OPCO à GESCO, qui, au lieu de verser un montant, viendrait assumer le billet dû par GESCO à son actionnaire. Et là, on demande si, là, dans un cas comme ça, l'actif de GESCO serait contaminé également. Et l'ARC qui répond par l'affirmative, puisque même si un droit au dividende n'est pas inclus à l'actif du bilan de GESCO, il s'agit néanmoins là, d'un actif qui est considéré pour la qualification des actions au titre d'AAPE. Donc, le résultat là, serait le même. Oui, donc on va continuer encore dans le cadre de la même table ronde de l'ARC pour la question 4. Donc, ici, dans le fond, on a rappelé la situation donnée numéro 1 de l'interprétation 2004 qui est inscrite sur la diapositive. Donc, essentiellement, c'était la situation de M. X
qui faisait un roulement interne, là, qui, en vertu de 85.1, donc qui échangeait 100 actions ordinaires de la société contre 100 actions ordinaires et 500 000 actions privilégiées de la même société. Donc, dans cette interprétation technique-là, on avait posé la question à l'ARC à savoir est-ce qu'elle considérait qu'il y a eu une disposition des actions ordinaires? Et l'ARC avait répondu que non, étant donné que M. X se retrouvait vraiment avec les mêmes actions identiques en tout point, le même droit et privilège, soit les 100 actions A, et qu'il s'agissait alors simplement de l'émission d'actions privilégiées auxquelles le paragraphe 84.1 pourrait potentiellement s'appliquer, là. Donc, il n'y avait pas de modification dans la participation de M. X dans la société sur le plan juridique. Donc, en reprenant cette interprétation-là, on pose la question à l'ARC, est-ce que alors 51 aurait pu s'appliquer? Et l'ARC ici est venue préciser que pour que 51 s'applique, il doit y avoir disposition du bien convertible. Et elle se base sur le fait que l'article 51 fait partie de la sous-section des gains et des pertes en capital dans la loi, et aussi au fait que l'alinéa 51.1a indique que l'échange est réputé ne pas être une disposition. Donc, comme si on laissait sous-entendre qu'une disposition doit exister au préalable. L'ARC indique tout de même qu'il n'y aurait pas de gain ou de perte en capital s'il n'y a pas de disposition, mais il reste tout de même une incertitude là, quant à savoir qu'est-ce qui se passerait avec les attributs fiscaux là, des actions échangées, de laquelle façon ça serait réparti entre les différentes catégories d'actions échangées, là. On enchaîne avec une interprétation technique là, qui est un petit peu plus ancienne que les autres, mais on se permet de la présenter là, vu son importance en matière de réorganisation d'entreprise et de matière transactionnelle plus élargie. C'est la troisième question qui a été posée lors de la table ronde de l'ARC du Congrès là, de la Fondation canadienne de fiscalité de 2022, mais dont la réponse officielle a été publiée par écrit là, en juillet 2023. La question essentiellement portait sur le fait d'ajuster un prix de vente post-clôture sur le nombre d'actions qui étaient émises en contrepartie du bien acheté. Et on se demande si le fait de réduire le nombre d'actions qui avaient été émises à la clôture pour refléter les ajustements post-clôture pourrait résulter en un dividende réputé pour le détenteur des actions, donc le vendeur initialement, en vertu du paragraphe 84.3. La réponse qui est donnée par l'ARC est qu'effectivement, contrairement à ce qu'on souhaiterait dans ce genre de circonstances-là, il pourrait effectivement y avoir un dividende réputé qui serait réalisé par le vendeur. L'ARC dit que le dividende correspondrait au montant qui est payé par la société qui ajuste le nombre de ses actions et qui est en excédent du capital versé des actions annulées ou ajustées. On dit aussi que le montant qui va être considéré comme étant payé par l'acheteur va correspondre, si on veut, à la réduction du prix d'achat. Donc, c'est un petit peu inquiétant de se dire que lorsqu'on fait une transaction, souvent, lorsqu'on a des émissions d'actions, on a prévu que le tout se passait sur une base de roulement, mais parce qu'on ajuste le nombre d'actions post-clôture, on se retrouverait avec notre vendeur qui réalise, surtout s'il y a eu un roulement, un dividende réputé. Donc, clairement, pas souhaitable. Un des éléments que je mentionne toutefois, c'est que la question qui a été posée était vraiment orientée, si on veut, pour susciter ce genre de réponse-là de la part de l'agence. On parlait vraiment que dans le contexte des ajustements post-clôture, le vendeur avait une obligation de rembourser une partie du prix d'achat et que les actions étaient annulées en contrepartie de son obligation de rembourser. Donc, c'est sûr qu'on mettait bien la table au fait qu'on avait une compensation d'une obligation qui avait une valeur lors de l'annulation des actions, plutôt que, et ce qui aurait été intéressant de dire que les actions étaient ajustées tout simplement de manière rétroactive sur la base de l'intention des parties là, de viser un prix d'achat déterminé de manière finale par la suite. Ça nous laisse quand même dans une situation d'incertitude quant à la possibilité ou non de procéder à des ajustements post-clôture sur la base du nombre d'actions, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, c'est définitivement pas souhaitable là, de se retrouver dans des situations qui sont imposables pour des simples ajustements post-clôture. Qui plus est, c'est un peu dommage que l'Agence du revenu du Canada n'ait pas profité de l'occasion pour dire si oui ou non il y avait manière de structurer là, pour avoir structuré ce genre d'ajustement-là pour qu'il s'effectue en franchise d'impôt. Finalement, j'attire l'attention sur le fait que le dernier item là, qui était connu sur ce sujet-là, c'était des paragraphes du folio
sur les clauses de rajustement de prix, où l'agence disait que oui, il était possible de faire un ajustement de prix, en fait, sur le nombre d'actions émises, mais mettait en garde les contribuables en disant que ce genre de rajustements peuvent présenter des nombreuses difficultés d'ordre légal et technique et qu'il est préférable d'éviter, tant du point de vue des contribuables en cause que celui de l'ARC, de les employer. Donc, c'était vraiment une mise en garde qu'on avait avant. Ça nous amenait dans un terrain un peu miné. Puis là, je pense que la situation est légèrement empirée malgré l'angle un peu malheureux de la question là, par l'interprétation donnée là, dans cette table ronde. Donc, c'est un élément là, qui est vraiment important là, de le garder à l'esprit dans le contexte transactionnel et de réorganisation. Donc, une autre position de la table ronde 2022 de la CTF. Je vous laisse lire les 2 questions à l'écran pendant que je vous fais un court rappel sur la méthode du recouvrement de coûts prévue au IT 426R. Lorsqu'un SPA prévoit qu'une partie du produit de disposition d'action peut être déterminée post-clôture en se basant sur la totalité ou en partie d'une clause de earn-out, l'ARC permet dans ce cas-là, sous respect de certaines conditions, d'utilisation de la méthode de recouvrement du coût. Donc, on voit là, à la prochaine diapositive une situation hypothétique où vendeur dispose de la totalité des actions de Holdco et la vente est assortie d'une clause de earn-out qui fait par contre référence aux revenus futurs seulement de ACO, une des 3 filiales. La question qui a été posée à l'ARC là, en lien avec ça, c'est malgré le fait que le earn-out fasse référence uniquement aux revenus de ACO, est-ce que l'ARC, est-ce que ça permettrait tout de même l'utilisation de la méthode de recouvrement des coûts? Une question à laquelle l'ARC a répondu de manière positive. Donc, dans les earn-out, on n'est pas obligé de faire référence aux revenus des 3 filiales. Simplement une serait suffisante pour rencontrer les conditions. Ensuite, la deuxième question qui elle-même sera détaillée en 3 sous-questions. Donc, je vous explique premièrement les faits qui sont relativement simples. Holdco qui posséderait toutes les actions de OPCO, l'exercice d'OPCO qui se terminerait au 30 septembre 2022. Holdco vendrait la totalité des actions d'OPCO le 1er octobre 2022 et l'acheteur d'OPCO choisirait une fin d'exercice au 31 décembre pour OPCO. Selon les termes du SPA, le montant du earn-out serait déterminable au plus tard le 30 septembre 2027. Donc, une première question là, qui a été posée, c'est quelle est l'année d'imposition pertinente aux fins du calcul, la période maximale de 5 ans que peut avoir un mécanisme de earn-out qui est permis en utilisant la méthode de recouvrement des coûts. Le raisonnement de l'ARC est assez intéressant. Il dit que puisque la méthode du recouvrement des coûts nécessite une transaction entre parties non liées, et puisqu'elle nécessite également que le earn-out se termine au maximum à la fin de la 5e année suivant l'année de la disposition. Généralement, il y aurait une acquisition de contrôle d'OPCO par l'acheteur, ainsi qu'une fin d'année réputée pour OPCO immédiatement avant l'acquisition de contrôle. La condition textuellement prévue au IT, c'est que la clause de earn-out doit se terminer au plus tard 5 ans après la date de fin d'année d'imposition d'OPCO pendant laquelle les actions sont vendues. Donc, en l'espèce, les actions d'OPCO ayant été acquises dans l'année d'imposition écourtée, le mécanisme de earn-out doit se terminer au plus tard le 31 décembre 2027 pour respecter les conditions et que la méthode du recouvrement de coûts puisse s'appliquer. Autre question, encore dans le même folio, en lien avec les conditions. Que signifie l'expression « peut devenir payable » puisque là, c'est dans le cas de la condition maximale de 5 ans, il est précisé que le mécanisme de earn-out se termine au moment où le dernier montant conditionnel devient payable. Donc, l'interprétation du terme payable est importante. La réponse de l'ARC est à l'effet que le terme payable, évidemment, n'est pas défini à la loi. Et l'interprétation de l'ARC adopte celle des tribunaux pour décrire les circonstances dans lesquelles une obligation légale doit être claire, mais pas nécessairement immédiate de payer le montant. Donc, dans les faits présentés un peu plus tôt, pour que la méthode du recouvrement de coûts puisse s'appliquer, l'acheteur doit avoir une obligation légale claire, mais pas nécessairement immédiate, de payer le dernier versement du earn-out avant le 31 décembre 2027. Donc, il faut simplement que l'obligation soit déterminée. Le paiement peut
peut se dérouler après le 31 décembre 2027. Et la troisième question, là, ça fait du pouce sur celle-ci. Est-ce qu'il y a une exigence temporelle relative au paiement et non à la détermination? Et la réponse fut non. Oui, donc je vais vous parler d'une question qui a été posée lors de la table ronde sur l'imposition des stratégies des instruments financiers, là. C'est dans le cadre de transfert de police d'assurance vie. En fait, je vais avoir comme deux interprétations back-à-back, là. On en voit de plus en plus dans le cadre de réorganisation d'entreprise des transferts de police d'assurance vie. Puis, bon, ça pourrait résulter en des gains en capital, donc il faut faire attention. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail là, des chiffres, là, je les ai indiqués pour référence. Je vais aller vraiment dans les principes généraux. Donc, dans la situation qui est indiquée à l'écran, là, on a comme un transfert en deux niveaux. Le premier transfert par voie de dividende en nature de Société A à Fiducie X en transférant la police. Et le deuxième transfert par Fiducie X, dans le fond, en allouant le dividende en vertu du paragraphe 149 à son bénéficiaire Société X et en payant le dividende en l'allocation en transférant la police d'assurance. Donc, pour ce qui concerne la disposition de la police pour Société A, il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est en client de dépendance, donc 148.7 s'appliquerait. Donc, Société A serait réputée avoir disposé au plus élevé de 3 montants, soit la valeur de rachat de la police, la juste valeur marchande, la contrepartie donnée, dans le fond, pour la police, et le coût de base rajusté. Là où il y a un enjeu, c'est pour Fiducie X, étant donné qu'il y a deux dispositions qui pourraient entrer en conflit, soit 148.7 et 106.3. Et là, dans le cadre de la question 1 et 2, on rappelle à l'ARC que dans l'interprétation de 2011, encore une fois inscrite sur la diapositive, elle avait pris la position que dans le cas où une police d'assurance vie est distribuée à un bénéficiaire en contrepartie de sa participation au capital de la fiducie, alors 107.2 aurait préséance. Donc, ce serait fait par roulement fiscal. Maintenant, par analogie, si il y a une allocation de revenus par la fiducie en contrepartie de la participation aux revenus du bénéficiaire, on s'attendrait à ce que 106.3 ait préséance. Donc, on a demandé à l'ARC de préciser lequel des deux dispositions avait préséance. Bon, la question 2, ça va être répondu également dans le cadre de la question 1. Là. Puis, on a modifié un peu la trame factuelle pour la question 3. Là, on a dit si le dividende est alloué en émettant un billet au lieu de transférer la police directement et que par la suite, le billet est remboursé en transférant la police, est-ce que 107.2 s'appliquerait? Et essentiellement, pour ce qui est du point 1, l'ARC ne s'est pas vraiment positionné là, sur la question de savoir lequel des deux dispositions avait préséance, mais s'est contenté de dire qu'il existait des arguments à l'effet que les conséquences fiscales seraient les mêmes. Et je vous explique, si 106.3 s'applique, c'est une disposition à la JVM de la police pour la fiducie. Si 148.7 s'applique, alors c'est au plus élevé des 3 montants. Et là où ça joue, c'est pour la JVM de la contrepartie donnée. Comme je disais tantôt, la contrepartie donnée serait la participation aux revenus du bénéficiaire. Et la JVM de la participation aux revenus du bénéficiaire serait équivalente à la JVM de la police, étant donné que le bénéficiaire pourrait prétendre avoir un droit de recevoir une somme de la fiducie. Donc, dans les circonstances, les conséquences fiscales seraient les mêmes. Mais c'est un peu, disons, un conflit avec l'autre interprétation dans laquelle 107.2 avait préséance. Pour ce qui est de la troisième question, là, la situation un peu différente, là, que c'est un billet qui était émis au lieu de transférer la police. Alors, bon, clairement, ici, ce n'était pas 107.2 qui allait s'appliquer, là. C'était tout simplement le remboursement d'une dette. Donc, l'ARC a indiqué ici que c'était les règles générales qui seraient applicables, donc 148.7 là, dans un cas de lien de dépendance, puis que dans ce cas-ci, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée, ce serait équivalent au montant du remboursement de la dette. Puis, très rapidement, je vais juste passer à la question 5 de la même table ronde. En fait, c'est une situation similaire, sauf que c'était une société de personnes qui transférait une police d'assurance-vie à son associé qui quittait la société de personnes. Puis, la question posée à l'ARC, c'était est-ce que 98.2 ou 148.7 s'applique? Et, bon, l'ARC a précisé que 98.2 avait préséance. Donc, encore une fois, 3 interprétations un peu en conflit. Une que 98.2 a préséance, l'autre que 107.2 a préséance, mais par exemple, on n'a pas la réponse à savoir est-ce que c'est 106.3 ou 148.7 qui s'applique alors lorsque c'est une allocation de revenus. Donc, peut-être que ça va être précisé dans le futur.
Une que je vais faire très rapidement là, pour rattraper le temps que j'ai pris à mes collègues, et je m'en excuse. Dans une situation factuelle, là, qu'il y a un dividende déterminé qui est versé par OPCO à Fiducie et qui est immédiatement attribué par Fiducie à Madame A. Au courant de la même année, un peu plus tard, il y a un dividende ordinaire qui est attribué par OPCO à Fiducie et celui-ci est attribué par Fiducie à Monsieur P. La question posée à l'ARC, c'était de savoir est-ce que les termes du paragraphe 104.19 pourraient permettre une telle attribution des dividendes, pas au prorata de ceux-ci, mais vraiment là, une allocation selon le type de dividende et temporellement quand ils sont émis. Et l'ARC qui répond positivement là, que ça ne frustre pas 104.19 à ce niveau-là. Deux interprétations techniques très récentes sur l'interprétation de certains termes des conventions fiscales. Donc, la première interprétation technique publiée en janvier 2024 traite sur une règle anti-évitement spécifique qui est contenue au paragraphe 10 de l'article paragraphe 8 de l'article 10 de la Convention fiscale entre le Canada et le Royaume-Uni. Essentiellement, c'est une règle anti-évitement spécifique qui vise à refuser les avantages de l'article 10, donc la réduction de taux de retenue à la source sur les dividendes payés par une société canadienne, dans la mesure où il y a des opérations dont le but principal est de tirer avantage de l'article 10, donc des réductions de taux. Deux questions sont posées à l'agence, c'est-à-dire est-ce que le paragraphe 8, donc la règle anti-évitement, s'applique uniquement en cas de chalandage fiscal, treaty shopping pour les habitués, et deuxièmement, est-ce qu'elle conduit au refus complet de tous les avantages du traité ou seulement au fait de ne pas bénéficier du petit taux? Comme vous le voyez de l'exemple, il était question dans la trame factuelle présentée à l'ARC d'une manipulation préalable au versement d'un dividende qui faisait en sorte que l'actionnaire détenait, suite à la réorganisation, plus de 10 % des droits de vote et donc pouvait, plutôt que de se qualifier au taux de retenue de 15 %, techniquement se qualifier au taux de retenue de 5 %. C'était donc pas un cas de chalandage fiscal. On avait un actionnaire qui est bénéficiaire du traité Canada-Royaume-Uni en tout temps, mais c'était une réorganisation qui visait à bénéficier d'un meilleur taux de retenue. Et l'ARC a répondu, suite à une analyse des commentaires de l'OCDE et de l'historique du paragraphe 8, que le paragraphe 8 s'appliquait dans tous les cas et non pas seulement au cas de chalandage fiscal. Et qui plus est, l'agence confirme que la lecture du texte est la bonne, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, la société qui a participé à la réorganisation à laquelle s'applique le paragraphe 8 perdrait tous les bénéfices de l'article 10 et donc se retrouverait avec un taux de retenue à la source de 25 % plutôt que de 15 % s'il n'y avait pas eu de réorganisation. Donc, important à garder à l'esprit. C'est du langage qui est peut-être pas très courant là, puisqu'il date des débuts des tentatives du Canada de contrecarrer les planifications de chalandage fiscal, donc plus aux alentours des années 2010, des traités plus récents, puis dans l'attente du traité multilatéral. Donc, on parle là, de principalement là, les conventions avec le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, Israël, Hong Kong. Il y en a quand même quelques-uns. Donc, à garder à l'esprit, en plus de, évidemment, considérer l'instrument multilatéral dans la mesure où il est applicable. Deuxième interprétation technique, celle-ci vise encore une fois l'article 10 et le petit taux, puisque certaines conventions qui, plutôt que de référer, par exemple, à la détention d'un certain seuil de droit de vote de la société canadienne, certaines conventions vont exiger la détention d'un certain seuil du capital de la société canadienne pour avoir accès au taux de 5 % ou autres taux plus favorables. C'est le cas là, de la convention entre le Canada et l'Israël qui exige que l'actionnaire récipiendaire du dividende détienne au moins 25 % du capital de la société qui paie le dividende. Donc, que veut dire capital? L'agence, après avoir fait une analyse là, des commentaires de l'OCDE sur la Convention modèle et d'autres principes d'interprétation, dit qu'il faut se rapporter à la loi corporative. Donc, ce sera le capital déclaré en vertu de la loi corporative qui sera le montant pertinent. Alors, dans ce cas-ci, il faudrait que l'actionnaire détienne des actions qui, collectivement, représentent 25 % ou plus du capital déclaré de l'ensemble des actions émises et en circulation. Encore une fois, c'est un langage qui est moins fréquent, mais qui se retrouve dans quand même quelques conventions. On parle ici là, des conventions fiscales, là, notamment là, avec la France. Évidemment, on a Israël, on a
des notes qui ne sont pas claires, que je ne retrouve pas. Danemark, Grèce, Indonésie, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Russie, Suède, Suisse, pour en nommer que quelques-unes parmi celles qui l'incluent. Alors, rapidement, 5 minutes, 2 dernières décisions anticipées en matière de règles générales anti-évitement. La première, elle a été déposée en 2019, mais elle a été publiée en janvier de cette année. Donc, de façon générale, le contribuable demandait à ce que la ARC se prononce sur l'impact d'une série d'opérations sur le capital versé des actions et sur l'applicabilité de la règle générale anti-évitement dans les circonstances. Vous comprendrez que les règles, la règle générale anti-évitement sur laquelle la question porte, techniquement l'ancienne règle générale anti-évitement, même si les nouvelles règles ne sont pas encore en vigueur, mais on voulait quand même vous mentionner cette interprétation technique, là, étant donné qu'on discutait aussi des articles 84, 85 et 89, entre autres. Donc, la série d'opérations était complexe, là, mais évidemment, de façon générale, vous aviez l'entité mère étrangère, qui était une société publique. On avait la société mère canadienne, qui était aussi une société publique avant la série d'opérations, puis le POC de ses actions excédait la juste valeur marchande de ses actifs. Ensuite, cette société mère canadienne-là détenait plusieurs autres filiales canadiennes exploitées activement, dont certaines avaient elles-mêmes des intérêts dans d'autres filiales canadiennes et étrangères. Donc, avant la réorganisation, plusieurs entités du groupe, incluant le parent canadien, détenaient des actions dans des sociétés étrangères affiliées. Une série d'opérations telles un rachat d'actions, des contributions de capital, plusieurs fusions et des remboursements de dettes ont été opérés. Vous comprendrez que la charte corporative était beaucoup plus complexe là, que celle qui est affichée sur la diapositive, mais ça, c'est plutôt le résultat abrégé. Mais le but de la série était de faciliter l'intégration de l'entité mère canadienne et ses filiales à même le groupe de l'entité mère étrangère et donc d'augmenter le capital versé des actions de Canco en concurrence de leur PBR avant que la mère canadienne ne devienne une non-résidente. Donc, une telle augmentation du capital versé des actions de Canco avait pour but, entre autres, de faciliter ensuite là, les distributions exemptes de retenue d'impôt par le biais du mécanisme de 84.4 lorsqu'elle allait être détenue par une mère non résidente. Donc, dans le cadre de la décision anticipée, le contribuable énonce plusieurs objectifs là, de la série d'opérations. Il y avait certains de ces objectifs-là qui étaient purement fiscaux. Néanmoins, la décision rendue confirme que la majoration possible du capital versé tel que désiré était conforme à la loi, puis qu'il y avait une absence de dividendes réputés. Puis l'ARC confirme aussi que la règle générale anti-évitement ne s'appliquait pas, mais elle ne mentionne aucun motif. Donc, c'est techniquement une bonne nouvelle, mais encore là, à la lumière des nouvelles règles, on peut se poser une question à savoir, le nouveau critère de substance économique, comment il serait interprété dans le cadre de cette transaction-là. Oui, on avait une scission d'entreprise réelle dans les faits décrits, mais quand même, ça crée une incertitude. Et pour terminer rapidement, parce que je comprends aussi que Maître Nathalie Goulard a traité de cette décision anticipée dans sa conférence plus tôt aujourd'hui. Cette décision a été publiée le 29 février dernier. Puis dans ce cas-là, elle traite spécifiquement des nouvelles règles en matière d'évitement fiscal. Donc, l'opération qui était décrite, c'était une planification typique là, de type pipeline post-mortem qui permettait à la succession d'un actionnaire décédé d'étaler le retrait des biens d'OPCO sur une certaine période sans qu'un dividende imposable ne lui soit attribué par l'entremise du rachat des actions de NUCO. Donc, l'ARC vient confirmer que ce type d'utilisation du pipeline était conforme à la loi,
puis a aussi confirmé de façon intéressante que l'ARC allait continuer de rendre des décisions anticipées en la matière, vivant des planifications de pipeline à la lumière des nouvelles règles anti-évitement, puis qu'elle allait donner des décisions favorables si les planifications respectaient les conditions qu'elles avaient préalablement énoncées dans leur IT précédent. Alors, on va remercier nos 4 panélistes. Et moi, au nom de la PFF, j'aimerais remercier tous les participants et conférenciers de ce colloque. On m'a demandé de vous rappeler que celui-ci va être disponible en ligne dès le 28 mars, donc la semaine prochaine. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Bonjour.